Eh bien, bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va plonger dans quelque chose d'absolument fascinant, l'approche philosophique du nouvel humanisme de Silo. C'est une perspective vraiment radicale qui s'attaque de front à l'un de nos plus grands fardeaux, à savoir la souffrance. Mais le plus beau, c'est qu'elle propose un chemin incroyablement clair et structuré vers la cohérence intérieure. Le but de notre exploration aujourd'hui, c'est de voir que cette philosophie ne se contente pas de faire des belles théories sur la vie. Au contraire, elle offre des outils ultra précis pour transformer le quotidien. L'idée, c'est littéralement de passer d'un état de confusion totale à une véritable lucidité. Allez, regardons un peu notre feuille de route. En premier, on va décortiquer la racine de la souffrance. Ensuite, on verra comment libérer la conscience. Troisièmement, se connecter au sens. Quatrièmement, la méthode de travail au quotidien. Et on finira en beauté avec la règle d'or. Commençons tout de suite avec notre première section, la racine de la souffrance. C'est un fait indéniable, l'expérience de la tension et de la douleur psychologique, c'est quelque chose de profondément ancré en nous. Mais avant de chercher une sortie de secours, il faut d'abord pointer du doigt le vrai problème. Et là, on tombe directement sur le concept central de la contradiction interne. C'est la fameuse règle de 3, la pensée, le sentiment et l'action. Imaginons un instant la situation. On pense d'une certaine façon, on ressent une émotion totalement opposée et au final, on fait quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec les deux. Ça crée un frottement monumental. Disons que nos convictions intellectuelles crient à la justice, mais que la peur fige nos émotions et que ça mène à la soumission. Eh bien, dans le nouvel humanisme, ce désalignement-là n'est pas juste un petit malaise passager. C'est très exactement la mécanique implacable qui génère la souffrance au quotidien. Et ça brûle une quantité d'énergie psychologique absolument colossale. Et le pire, c'est que cette contradiction interne, elle ne reste pas dans les nuages philosophiques. Elle se matérialise sous forme de chaînes. De vraies chaînes bien lourdes. Il y a 3 éléments qui viennent littéralement nous paralyser. D'abord, les tensions, c'est-à-dire les contractions musculaires et les rigidités mentales. Ensuite, les climats oppressants. On ne parle pas d'une petite baisse de régime ici, mais d'une toile de fond permanente, comme une angoisse constante qui filtre et colore absolument tout ce qu'on perçoit. Et pour finir, les images possessives. Ce sont ces fameuses illusions de contrôle, où la peur panique de perdre ce qu'on possède. Mis ensemble, ces 3 éléments agissent comme un véritable carcan. Franchement, comment espérer avancer quand l'esprit est ligoté de cette façon ? La réponse est simple, on ne peut pas. La conscience est purement et simplement empêchée de s'élever. Ce qui nous amène naturellement à la section 2, libérer la conscience. Bon, maintenant que le diagnostic est posé, comment on fait pour se libérer ? L'objectif majeur ici, c'est de nettoyer notre psychisme. C'est exactement comme essayer de régler une vieille radio. Il faut enlever les grésillements pour enfin capter une station de manière claire. Et ces grésillements, ce sont nos fameux bruits internes. Ils sont au nombre de 3. Les ressentiments d'abord, qui agissent comme de grosses ancres, tirant violemment notre esprit vers un passé révolu et douloureux. Ensuite, il y a les peurs, qui projettent la conscience vers un futur menaçant qui en réalité n'existe même pas encore. Et enfin, les attachements excessifs qui nous engluent dans un présent matériel complètement figé. Ces forces contradictoires nous distraient en permanence. Et le résultat de tout ça, selon cette approche, elle nous enferme dans un non-sens absolu, une sorte d'épuisement perpétuel où la vie ne semble plus avoir la moindre direction claire. On passe à la section 3, se connecter au sens. Et c'est là que les choses deviennent vraiment passionnantes. On fait face à un contraste énorme entre 2 dimensions. D'un côté, on a le plan de la forme. Pour faire simple, c'est la réalité matérielle, le tangible, tout ce qui s'use avec le temps. Et de l'autre côté, on trouve le plan de la non-forme. C'est le domaine de l'immatériel, du sens profond, des expériences intérieures vastes. Ce qui est fou, c'est que quand on parvient enfin à se libérer de nos bruits internes, toute cette énergie qu'on gaspillait en friction devient soudainement disponible. Cette énergie libérée, elle permet de ressentir une sorte de coprésence subtile avec la non-forme. L'idée géniale du nouvel humanisme, c'est qu'en créant ce pont psychologique, la non-forme vient carrément insuffler et donner un vrai sens à la matérialité brute de la forme. D'un seul coup, la vie matérielle n'est plus un poids mort, mais l'expression d'une signification bien plus grande. Exactement à l'intersection de ces 2 plans, il y a un phénomène extraordinaire qui se produit. C'est ce qu'on appelle la force. Alors pour être très clair, ça n'a rien à voir avec un concept mystique ou magique. C'est une réalité psychologique profondément ressentie. C'est le résultat direct du fait de percevoir la forme et la non-forme en même temps. C'est comme brancher un pôle positif et un pôle négatif, paf, le courant passe. Cette sensation de totalité vient envahir la conscience et agit comme un véritable générateur. Elle offre une vitalité incroyable, l'inspiration nécessaire pour continuer d'avancer sur ce chemin interne. C'est très littéralement ce qui permet de balayer la fatigue existentielle pour agir dans le monde avec une énergie toute neuve. Allez, section 4, méthode de travail quotidien.
Parce qu'une philosophie, aussi belle soit-elle, ça ne sert à rien si on ne peut pas l'appliquer de façon pragmatique, n'est-ce pas? Alors voici comment ça marche au quotidien. C'est un processus en 2 temps. L'étape 1, c'est la méditation. Mais attention, on est loin du cliché de la petite relaxation moderne. Ici, méditer, c'est un effort actif et lucide pour comprendre ses propres mécanismes psychologiques, pour observer en direct comment nos pensées se forment. Et ensuite, l'étape 2 prend le relais, le silence interne. Une fois qu'on a bien compris la mécanique de notre mental, on peut activement en éliminer les bruits internes, c'est-à-dire éteindre consciemment les ressentiments et les peurs. La logique est d'une limpidité absolue. Il faut d'abord cartographier le fonctionnement de son propre esprit avant d'avoir la moindre chance d'en faire taire les parasites. Il y a un aspect absolument vital dans cette méthode, c'est d'apprendre à tracer une ligne de démarcation très stricte dans notre propre esprit. Il faut séparer méticuleusement ce qui est réellement perçu par les sens physiques de ce qui n'est qu'une pure projection de nos croyances. Le drame de l'esprit humain, c'est cette tendance à tout mélanger. C'est le classique de la corde sur le sol, dans la pénombre. Par pure peur, l'esprit projette l'image d'un serpent venimeux. Faire la distinction entre la perception pure et la projection, c'est la clé. Si on confond la réalité avec nos fictions internes générées par l'angoisse, c'est le retour express à la casse-contradiction et, fatalement, à la souffrance. Et là, la boucle est bouclée. Si la contradiction interne est la racine même de la souffrance, alors voici l'antidote absolu, le sommet de l'accomplissement, la cohérence. L'idée, c'est d'aligner parfaitement la pensée, le sentiment et l'action. Quand ces 3 vecteurs pointent très exactement dans la même direction, waouh, l'expérience même d'exister change de nature. Agir conformément à ce qu'on ressent et à ce qu'on sait être juste, ça veut dire la fin des batailles intérieures épuisantes. Les tensions s'évaporent et on découvre une harmonie et une liberté absolument grandiose. C'est cet état d'éveil précis qui est visé par toute cette démarche. Ce qui nous amène à notre dernière section, la section 5, la règle d'or. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de mécanique individuelle de notre propre esprit. Mais cette citation, c'est l'application sociale de tout ce cheminement. Traiter les autres comme je veux être traité. Oui, c'est un principe universel, mais le nouvel humanisme y ajoute un élément monumental. Non par moralité, mais parce que je me reconnais dans l'autre comme faisant partie d'une même chose. Ce n'est pas rien. Ce n'est plus un devoir moral contraignant imposé par la peur d'une punition, c'est la conséquence logique et structurelle d'une unité universelle. À ce niveau de lucidité, faire du mal à autrui reviendrait, littéralement et psychologiquement, à se faire du mal à soi-même. Alors pour terminer cette analyse, voici une réflexion vraiment provocatrice, pour voir un peu plus grand. Qu'est-ce qui se passerait à l'échelle d'une société tout entière si chaque être humain arrivait à ce degré ultime de cohérence? Il y a de quoi imaginer des dirigeants, des citoyens, des communautés entières où les pensées, les émotions et les actes convergeraient sans aucune contradiction interne, sans aucune violence. Cette philosophie, elle ne se limite vraiment pas à offrir une petite bulle de bien-être personnel, elle porte en elle une vision globale totalement révolutionnaire. C'est le genre de question qui laisse rêveur et qui pousse vraiment à repenser l'avenir même de la coexistence humaine.